Cindy. Donc, M. Hassan, on peut commencer? Oui, oui, docteur. Je pense que là, il est l'heure. On devrait commencer. Ok, d'accord. D'accord, donc, Chers étudiants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom de la gestion de performance stratégique. Dans ce cours, nous apprendrons les points essentiels de la formation et tout cela avec Dr Asma Bouhlel, membre du corps professoral de l'Université Mid-Océan. Maintenant, accordons la parole à Dr Asma. Dr Asma, vous avez la parole. Vous pouvez commencer votre panel. merci, M. Hassan. Donc, voilà, on est pour la deuxième séance de notre formation intitulée Gestion de la performance stratégique, préparée par moi-même, Dr. Asma Bohlel. Donc, sur la première séance, on a commencé à voir une partie d'introduction et on a parlé de notions de base, de la notion de management stratégique. On a commencé par un vocabulaire basique. Aujourd'hui, on va continuer sur ce petit donc introductif à propos le management stratégique. Je vais juste faire un rappel par rapport à la problématique qu'on a parlé l'autre fois. Sur ce cours-là ou bien sur cette formation, on désire résoudre ces types de problèmes. Donc, on a dit que les sociétés, d'une façon générale, elles adaptent le management opérationnel. C'est ce qu'on a parlé l'autre fois. Donc, on a dit qu'il y a deux types de management, management opérationnel et management stratégique. Et la plupart du temps, donc les sociétés et les organismes, ils adaptent le management opérationnel qui prend plus de temps de leur gestion. Mais les choses correctes, donc, c'est d'aller vers le management stratégique. Par contre, en adaptant le management stratégique et en définissant des objectifs, comme on a vu l'autre fois dans le vocabulaire, donc en définissant une mission, une vision, les objectifs stratégiques. Et après, donc on va adapter des outils qui vont nous aider à visualiser notre avancement par rapport à ces objectifs. Donc, ces outils-là, d'une façon générale, ça consiste les dashboarding. Donc, les dashboards qui indiquent des valeurs et qui indiquent donc notre avancement par rapport à nos objectifs. Mais d'une manière générale, il n'y a pas un accordement entre la partie, ce qu'on appelle la digitalisation, c'est ces outils technologiques, c'est les projets BI, Business Intelligence d'une façon générale, et le management stratégique. Donc, c'est notre problème, en fait, qu'on veut résoudre durant cette formation. Donc, on va essayer à donner les outils qui vont permettre, en fait, d'aligner les données qu'on est en train de collecter pour visualiser notre situation par rapport à la réalisation de l'objectif et par rapport aussi à l'objectif, donc pour qu'il soit en concordance et en alignement avec les données. Donc, comme vous voyez ici sur ces images, des entreprises, là où on a adopté le BI, on a investi dans le domaine de dashboarding et des projets de BI, mais après, donc, on ne sait pas prendre des décisions à partir de ces visualisations. Pourquoi? Parce que on a essayé de voir l'avancement, mais on n'a pas bien défini nos objectifs stratégiques.
Par contre, on peut aussi avoir des objectifs stratégiques, mais on ne sait pas comment on va collecter le data pour arriver à ce qu'on appelle le data driving. Donc, il y a deux notions dans les sociétés. Donc, la digitalisation, c'est-à-dire d'adopter des systèmes informatiques et des technologies IT, mais avoir donc un système informatique qui va nous aider à prendre des décisions et à suivre nos stratégies. Ça, c'est le data-driven et c'est un statut que les organismes désirent avoir donc en utilisant l'alignement entre leur business strategy et leur technologie stratégie. Donc ici, il faut adapter les technologies IT à nos objectifs stratégiques et de même, il faut adapter les objectifs stratégiques par rapport au système IT qu'on dispose. Donc, de façon générale, il faut donc avoir les données, ça c'est la digitalisation, et il faut spécifier les objectifs stratégiques pour avoir donc la notion de succès. Donc, comme vous voyez, donc la stratégie elle est basée sur les ressources humaines. Donc, il faut invoquer plutôt tous les membres de l'organisme pour suivre la stratégie. Il faut aussi adapter le process de la société et il faut avoir des technologies pour adopter ces objectifs stratégiques. Donc, si on a fait toutes ces étapes-là, donc on peut bien, si on a donc quelque chose qui n'est pas convenable dans le dashboarding, donc des valeurs qui ne sont pas souhaitables, on sait bien l'emplacement donc de la défaillance et on sait bien minimiser donc cette différence pour suivre les objectifs stratégiques. Donc ça, c'est d'une façon générale la problématique. Donc, dans la première séance, on a commencé à voir les notions de base. Aujourd'hui, donc, on va continuer aussi sur les notions de base avant de passer aux autres parties de notre premier chapitre. Donc, je reviens sur le graphique. Là, on s'est arrêté l'autre fois. On a dit que le process de décision stratégique, il est constitué par des différentes étapes. Parmi les étapes, donc, on a une diagnostic qui doit être faite sur l'entreprise. Donc, cette diagnostic, elle doit tenir compte de l'environnement interne et de l'environnement externe. Donc, on va étudier les forces et les faiblesses à l'intérieur de l'entreprise et on va étudier les opportunités et les menaces de l'environnement de l'entreprise. Après, donc, cette diagnostic, elle va nous aider à fixer nos objectifs stratégiques et après, bien sûr, à choisir la stratégie qu'on va adopter. Et il faut mettre donc un plan d'action. Donc, il faut choisir des initiatives et pour ces initiatives-là, on va définir les KPI, donc des indicateurs de performance qu'on va suivre afin de suivre l'évolution de la réalisation de ces objectifs stratégiques. C'est ce qu'on appelle donc la mise en œuvre et le contrôle. Donc, après la mise en œuvre de ce système de management stratégique en utilisant bien sûr les outils technologiques adéquats, on va toujours contrôler notre avancement par rapport aux objectifs fixés au départ. Donc, on va aller, donc on a juste vu ce process l'autre fois, on a parlé de ça. Maintenant, on va parler en détail de ces différentes étapes. Donc, on va commencer par la segmentation stratégique, puis on va parler de la diagnostic stratégique d'une activité et à la fin, on va voir la synthèse de la diagnostic stratégique en utilisant l'outil SWOT. Donc, avant de commencer la diagnostic, il y a une étape préalable, c'est ce qu'on appelle la segmentation stratégique. Donc, en effet, afin de suivre les activités d'une entreprise, bien d'un organisme. On a deux types d'organismes d'une façon générale, que ce soit mono-activité, donc il y a une seule activité qui est faite sur cette entreprise, ou bien on peut trouver des entreprises, là il y a une grande variété d'activités, c'est ce qu'on appelle des multi-activités. Donc dans le cas de mono-activité, on va effectuer directement la diagnostic interne et externe. Mais dans le cas de multi-activité, donc afin de bien
suivre les différentes activités. Donc, chaque activité, elle doit être considérée pour une stratégie. Donc, on va subdiviser l'entreprise en ce qu'on appelle des DAS ou bien des domaines d'activité stratégique. Donc, avant d'aller vers la diagnostic, on va subdiviser l'entreprise qui représente plusieurs activités en domaines d'activité stratégique. Donc, des vocables différentes sont employés. Donc, on a les DAS, on a aussi d'autres approches qui parlent du segment stratégique et d'autres approches qui parlent de strategic business unit. Donc, on a plusieurs façons à subdiviser l'entreprise. On va parler donc du domaine d'activité stratégique. Donc, le domaine d'activité stratégique, c'est un ensemble de l'organisation auquel il est possible d'allouer ou de retirer des ressources de manière indépendante et qui correspond à une combinaison spécifique de facteurs clés de succès. Donc, c'est un ensemble homogène de produits ou bien de services qui réunit les caractéristiques suivantes. Donc, comment on va dire que ça représente un ensemble de DAS? Donc, si on a par exemple des clients spécifiques, si on a des marchés spécifiques, ou bien on a des réseaux de distribution spécifiques pour cette activité, ou bien on a des concurrents spécifiques pour cette activité, même le domaine technologique, le domaine de compétences et la structure de coûts spécifiques, ça peut être considéré pour la subdivision en DAS. Les activités donc, qui appartiennent au même segment stratégique, ils auront donc en général les caractéristiques suivantes. Donc, si on a subdivisé en DAS, donc chaque DAS, il aura les caractéristiques suivantes qui correspondent à une combinaison cohérente de facteurs clés de succès. Donc, si on regroupe un ensemble d'activités dans un DAS, on va définir ce qu'on appelle le facteur clé de succès. Donc, le facteur clé de succès, ça nous permet de suivre en proche cette activité. Elle appartient aussi à la même chaîne de valeur et ont une structure de coûts semblable. Elles font face aux mêmes concurrents. Donc, vous voyez qu'il y a une homogénéité ici dans le DAS, c'est qu'on peut définir une stratégie globale qui est propre à ce DAS. La segmentation stratégique consiste en fait à découper l'entreprise en unités homogènes sur les plans internes et externes. Pourquoi on dit externe aussi? Parce qu'on a dit qu'on peut subdiviser selon, par exemple, les concurrents, selon le marché, selon les clients. Donc, tout ça, c'est externe. On peut subdiviser selon les compétences, le savoir-faire, etc. Ça, c'est le process, c'est l'interne. La segmentation stratégique, elle conditionne le niveau d'analyse du diagnostic et elle induit le niveau auquel les décisions stratégiques seront prises. Donc ici, selon les facteurs clés de succès qu'on va définir pour chaque DAS, on va définir une diagnostic stratégique et on va définir des objectifs stratégiques pour cette entité qu'on a définie. Elle constitue la phase préliminaire de l'analyse des portefeuilles d'activités. Comme on l'a dit, c'est une phase avant le diagnostic. Un exemple, donc Nestlé, elle a plusieurs actions, donc des diverses activités, donc elle est actionnaire pour L'Oréal, elle est actionnaire pour donc pour les produits alimentaires, pour les cafés, donc il y a plusieurs activités. Donc vous voyez ici, on a essayé de regrouper l'ensemble de ces activités pour définir des différents DAS. Donc ça, par exemple, c'est pour des parfums, ça c'est pour des produits cosmétiques. Pour les cafés, par exemple, donc pour les chocolats, on peut définir donc des différentes activités qui ont des ressemblances et qui sont un peu homogènes et on peut définir donc des stratégies propres à chaque activité. Donc, il faut faire la différence ici entre deux types de segmentation. Donc, on a la segmentation stratégique et on a aussi la segmentation pour un but de marketing. Donc, ce qui nous concerne, en fait, c'est la segmentation stratégique.
La segmentation stratégique, elle ne doit pas être confondue avec la segmentation de marketing. En effet, la segmentation de marketing, l'objectif, c'est quoi? C'est de chercher des segments de marché, segments de consommateurs, donc homogènes, pour pouvoir donc faire le marketing ou bien adopter donc un plan d'action de marketing spécial pour ce segment. Donc, ce qui nous concerne, c'est la segmentation stratégique. Comme on a dit, on va subdiviser l'entreprise en DAS suivant donc des groupes homogènes, que ce soit de produits ou bien de services, et selon donc des critères qu'on peut l'adopter pour la segmentation. Donc, quels sont ces critères-là? On a des critères de segmentation externe et on a des critères de segmentation interne. Ce qui concerne les critères de segmentation externe, donc, c'est qui tient compte de l'extérieur, de l'environnement, de l'entreprise. Donc, par exemple, on peut segmenter selon la clientèle. Donc, si on a, par exemple, des clients particuliers pour une activité, donc selon donc B2C ou bien B2B, donc selon le marché de clientèle. On peut aussi segmenter selon le périmètre géographique. Donc, selon, par exemple, si on a un marché local ou bien on est en train de faire l'exportation, donc vers l'étranger. Donc, on peut aussi segmenter selon le périmètre géographique. Selon aussi le réseau de distribution. Donc, si on est en train de vendre en gros, ou bien des ventes en ligne, ou bien des points de vente directs. Selon aussi la concurrence, donc c'est la présence de concurrents directs suivant une stratégie similaire et un critère d'identification d'un segment stratégique. On peut définir donc selon les concurrents qui ressemblent à cette activité. Donc, on peut faire une homogénéité de notre activité selon les concurrents. Pour les critères de segmentation interne, donc il s'agit de découper l'organisation à partir d'éléments qui lui sont propres pour appartenir à un même DAS, de sous-parties de l'organisation qui doivent être caractérisées par des similitudes en termes de ressources et compétences. Donc, c'est l'identification de compétences et ressources partagées qui conduit à regrouper les activités dans un même segment stratégique. On a aussi les compétences technologiques. Donc, on peut choisir comme référence donc, la technologie, par exemple, dans une production, donc la technologie utilisée pour la production et on aura donc un DAS. Dans la transformation, par exemple, du plastique, l'injection et la thermoformage permettent de diviser l'industrie en deux segments différents. Donc, ici, on a segmenté selon la technologie utilisée. On peut aussi segmenter selon la synergie. Donc, plus la synergie entre deux sous-ensembles de l'activité sont fortes, plus qu'il est vraisemblable qu'elle appartient au même DAS. On peut aussi segmenter selon le critère de coût partagé. Donc, si les coûts partagés sont répondérants par rapport aux coûts spécifiques, il s'agit probablement d'un même DAS. Donc, on peut regrouper les activités s'il y a un coût partagé entre eux. Donc, comment on va effectuer cette segmentation? Donc, il y a des approches aussi pour la segmentation. On va voir l'approche de Abel et Hammond. Donc, cette méthode, elle nous permet d'avoir des DAS qui sera déterminé à partir d'un trinôme qui est la technologie utilisée, l'application et le groupe d'acheteurs. Par exemple, une technologie, par exemple, la gamme de stylos plume. Donc, ça va considérer un même DAS. La gamme des stylos avec bille. Donc, ça va considérer un autre DAS, feutre, mine, etc. Donc, selon la technologie, on va segmenter. Selon aussi l'application. Donc, si, par exemple, c'est des objets publicitaires, ça considère un segment. Des objets de cadeaux, écriture simple. Donc, selon l'application, on peut aussi subdiviser en DAS. Pour les groupes d'acheteurs, par exemple pour le grand public ou bien pour les entreprises. Donc, voici le modèle, c'est la matrice d'Abel qui nous permet de subdiviser les activités en des différents DAS, donc selon les utilisateurs, selon la technologie
et donc selon les applications. Des exemples, par exemple l'exemple de GROU, donc selon la technologie, donc on a les GROU électromécaniques, on peut avoir donc un DAS spécifique. Les GROU par exemple hydrauliques, ça peut être considéré comme un autre DAS. Pour les applications, pour plutôt les acheteurs, donc les consommateurs d'industriels, donc on peut les considérer en un DAS particulier, ou bien pour l'utilisation personnelle, c'est un autre DAS. Pour les applications, donc pour le lifting, ou bien pour convoyer, on peut donc subdiviser les groupes en des différents DAS selon ces trois caractères. La segmentation stratégique, donc elle peut se faire soit par découpage en fonction des différences, soit par des regroupements selon l'homogénéité et les analogies qui représentent les activités. Donc l'objectif de la segmentation est de découper les activités d'un organisme en sous-ensembles des DAS homogènes et différents les uns par rapport aux autres sur les bases des critères utilisés et bien sûr selon les méthodes utilisées. Donc, c'est quoi l'objectif de la segmentation stratégique? On a dit qu'on désire définir ce qu'on appelle les facteurs clés de succès pour chaque DAS. Donc, les facteurs clés donc, nécessitent des savoir-faire particuliers sur lesquels l'entreprise peut accumuler de l'expérience ayant par des frontières géographiques pertinentes. Donc, je reviens à l'exemple de groupe, par exemple. Si on a subdivisé selon la technologie, par exemple électromécanique, on peut après définir un facteur clé de succès selon donc la compétence technologique qu'on a utilisée et on peut définir ainsi un objectif stratégique pour améliorer cette technologie. Donc, les facteurs clés de succès, ce sont les éléments sur lesquels se fonde en priorité la concurrence et correspond aux compétences qu'il est nécessaire de maîtriser pour être performant et compétitif. Donc, chaque DAS, il sera caractérisé par une combinaison spécifique de facteurs clés de succès et on va essayer à travailler sur ces facteurs clés de succès. Donc, la segmentation stratégique, elle permet de développer des choix stratégiques. Donc, on a vu l'autre fois aussi qu'il y a des différents types de stratégies. Donc, si on a par exemple travaillé sur la partie application ou bien la partie demande des consommateurs, donc on peut ici définir la stratégie, que ce soit concurrentielle ou bien la stratégie d'affaires qui sera adaptée à chaque DAS identifié. Donc, constatation de la performance de chaque segment stratégique. Donc, bien sûr, si on a subdivisé la suivi, elle va être plus concrète et on peut savoir donc la performance de chaque DAS à part. Recherche d'effets de synergie entre les DAS, identification des facteurs clés de succès pour chaque DAS et allocation des ressources en vue de leur maîtriser. Donc, on a dit parmi les points clés de la stratégie, c'est d'exploiter le potentiel existant et aussi d'évoluer le potentiel futur. Donc ici, en faisant la segmentation, on peut savoir les ressources requises pour évoluer ce DAS. Identification des concurrents de chaque DAS permettra de répondre au mieux aux manœuvres des concurrents. Donc, par exemple, si on a, comme on a dit tout à l'heure, avoir par exemple un DAS pour les stylos feutres, les stylos à billes, etc. Donc, on peut analyser les concurrents de chaque DAS et on peut améliorer notre produit selon donc cette stratégie concurrentielle. Vérification de la cohérence entre la structure organisationnelle, le système d'information stratégique et la partition en DAS. Donc, après la définition des DAS, on peut même revenir à l'organisation de l'entreprise. Donc, si par exemple, on a trouvé qu'il y a des produits qui sont défaillants par rapport à d'autres, donc on peut éliminer cette activité de l'entreprise. Ou bien on peut évoluer des activités qu'on voit comme
promoteurs sur le marché. Donc ça peut définir une organisation et des stratégies globales pour la répartition en DAS. C'est quoi donc les difficultés de la segmentation stratégique? Donc en effet, la segmentation, elle ne doit pas être faite d'une manière statique. Donc on ne peut pas définir un secteur d'activité et il reste inchangeable pendant le temps. Il faut toujours avoir donc une segmentation dynamique. Il faut périodiquement revoir les activités de l'organisme et de l'entreprise et faire une révision qui va impliquer des rectifications sur les segments qu'on a définis. Par exemple, plusieurs DAS qui peuvent fusionner en un seul. Les smartphones, par exemple, ça résulte de la convergence entre les assistants numériques personnels, les systèmes PAD, les lecteurs MP3, les consoles de jeux portables, les appareils photo et les téléphonies mobiles. Donc, tous ces ensembles de DAS, tout d'un coup, ils ont été remplacés par le smartphone. Donc ici, si on reste à travailler sur ces secteurs d'activité, on n'aura pas l'évolution par rapport au concurrentiel et c'est pour ça que les entreprises considérées, ils ont immigré vers un nouveau domaine d'activité qui est les smartphones. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'avoir une segmentation en DAS de l'organisme. La deuxième étape, c'est de faire la diagnostic stratégique d'une activité. Donc, une fois la segmentation stratégique elle était effectuée, chaque DAS, il fera l'objet d'un diagnostic stratégique séparé. Donc ici, le diagnostic stratégique, de la même façon, on va effectuer deux types de diagnostics. Des diagnostics externes pour analyser l'effet de l'environnement de l'entreprise. Donc, l'environnement, il a un grand pouvoir sur l'avancement de l'entreprise. Et aussi, on va effectuer un diagnostic interne afin d'analyser l'entreprise en vue de déterminer sa capacité stratégique. Donc, si on dit interne, on parle de manœuvre, on parle de ressources, on parle de la technologie. Donc, tout ça, ça constitue la diagnostic interne. Parmi les outils qui existent dans le domaine de management afin d'avoir une diagnostic externe, on peut utiliser la diagnostic de macro-environnement en utilisant l'outil PESTEL. On peut aussi utiliser la diagnostic de l'industrie en utilisant le 5 forces de la concurrence et on a aussi la diagnostic des concurrents et du marché. Donc ça, ce qui concerne l'externe. On va commencer à voir donc l'analyse PESTEL. Elle est basée sur, comme l'abréviation, donc ici PESTEL, c'est l'abréviation de politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. Donc on va mettre l'organisme dans son environnement. On va voir vis-à-vis de la politique, c'est-à-dire par exemple la stabilité gouvernementale, la politique fiscale, les commerces extérieurs, la protection sociale. Donc tous ces points-là, ils peuvent influencer sur l'organisme. Je donne un exemple qu'on va voir par la suite. Par exemple, des organismes d'aliments qui produisent des produits alimentaires. Donc, ils ont des politiques fiscales spécifiques, des politiques hygiène spécifiques, des protections sociales spécifiques. Il faut donc voir la loi du pays, la stabilité du pays lui-même pour voir l'influence de la politique sur le secteur d'activité. Économique aussi, donc l'économie générale, elle influence aussi l'organisme, tel que le taux d'intérêt, la politique monétaire, l'inflation, le chômage, le revenu disponible. Donc tout ça, ça peut aussi influencer l'organisme. Socioculturel, donc tel que la démographie, distribution des revenus, mobilité sociale, le changement de mode de vie, l'attitude par rapport aux loisirs et au travail, la consommatrice, le niveau d'éducation. Donc tout ça aussi, ça peut changer certaines activités de l'organisme après
la diagnostic par rapport à la socioculturelle. Par exemple, si on est en train de présenter un produit pour des gens qui sont de haut niveau d'éducation. Donc, il faut ici penser à un secteur de marché spécifique. Parfois, pour, par exemple, des produits informatiques tels que les applications mobiles, qui est dédié normalement à des gens avec un niveau d'éducation moyen, mais on trouve des difficultés de l'utilisation de cette application. Donc, après la diagnostic, on constate que l'application, elle n'est pas dédiée à tout le monde, elle est dédiée à un niveau d'éducation spécifique. Par rapport à la technologie aussi, on peut donc citer par exemple les dépenses publiques, les investissements, les dépenses publiques de la recherche et développement, les investissements privés et publics sur la technologie, des nouvelles découvertes, des nouveaux développements, les vitesses des transferts technologiques, taux d'obsolescence. Donc, il y a plusieurs paramètres aussi technologiques. Par exemple, si on va travailler dans le domaine, par exemple, de l'énergie renouvelable. Ici, il faut penser aux dépenses par rapport à ce domaine-là. Il faut penser qu'il y a du matériel, oui ou non. Donc, ici, la technologie elle-même, elle représente parfois des avantages et des inconvénients pour l'organisme. Le côté écologique, donc la loi de la protection de l'environnement, retraitement des déchets, consommation d'énergie. Bien sûr, donc ici par la loi, il y a certaines activités, par exemple le dégagement de CO2, il est limité, les produits chimiques utilisés, donc c'est limité aussi. Selon donc l'activité, on peut voir les lois de l'environnement qui donc doivent organiser le secteur d'activité et qui va influencer d'une manière ou d'une autre de l'organisation. Le côté légal aussi, donc les lois sur les monopoles, les droits du travail, les législations sur la santé, les normes de sécurité utilisées. Donc, il faut penser à ça aussi lors de la diagnostic pour voir est-ce que ce sont des points forts ou bien des points faibles de secteur d'activité de l'organisation. Donc, l'analyse PESTEL, elle doit permettre en fait d'identifier les variables pivots. Donc, ce sont les facteurs susceptibles d'affecter significativement la structure d'une industrie ou d'un marché. Donc, les variables pivots variant d'une industrie à une autre. Donc, exemple, orientation idéologique du gouvernement, nouvelles réglementations. Donc, ça peut influencer le bon fonctionnement de l'organisme. Par exemple, si euh, on représente des produits pour les jeunes, il y a donc des réglementations qui ont changé dans les pays donc pour protéger les enfants. Donc, il faut ici penser au changement aussi et de la complexité de l'environnement. C'est pour cela qu'il faut avoir des scénarios donc à long terme pour prévoir l'évolution de ces variables pivots. Par exemple, les industries de textile. Donc, il faut penser à avoir donc une diagnostic par rapport ici 2025, par exemple, pour ne pas des perturbations sur l'environnement. D'une manière générale, donc, il est donc question de relever les différentes influences environnementales à même influencer sur les stratégies, celles des concurrents et sur l'industrie. Donc, l'outil Pastel, il nous permet d'identifier les différentes parties qui vont influencer l'organisme donc de ces différents points qu'on a vu ici, donc politique, économique, etc. Si on fait la diagnostic et on met l'organisme dans son environnement, on peut spécifier pour chaque partie ici, on peut spécifier quels sont les points qui peuvent influencer sur l'organisme et on peut déterminer les points forts et les points faibles. Deuxième type de diagnostic, c'est l'analyse de l'environnement concurrentiel. Donc ici, on va s'intéresser aux concurrents. Donc ce niveau d'analyse, il concerne les industries, définies comme un groupe d'entreprises proposant des offres étroitement
substituables. Exemple, les industries automobiles. Donc, on peut trouver une grande variété, par exemple, des industries automobiles sur le marché. Donc, toute stratégie face à la concurrence doit naître d'une compréhension élaborée de la concurrence au niveau d'une industrie. Toutefois, cette notion de concurrence, elle doit être considérée au sens large du terme et qui sera considéré comme concurrent tout ce qui peut réduire la capacité d'une entreprise à générer du profit et plus largement tout ce qui peut empêcher une organisation de constituer un avantage compétitif en limitant son degré de liberté stratégique. Donc ça, c'est la définition du concurrent. C'est qui le concurrent? C'est l'organisme qui va réduire les profits de notre entreprise. Par exemple, dans le secteur d'automobile, on a plusieurs sociétés qui représentent les industries d'automobile. Donc, si une nouvelle industrie elle va s'implémenter, elle doit penser forcément aux autres industries d'automobile parce que si elle ne présente pas le produit plus donc adéquat que ces industries-là, elle ne va pas générer des profits. Et même, donc, elle va limiter son degré de liberté stratégique. Donc, toujours, il faut penser aux concurrents dans la diagnostic. La diagnostic du marché aussi, donc le marché, il doit être appréhendé à travers le concept de segment de marché qui est défini comme un sous-ensemble homogène de consommateurs dont les besoins spécifiques diffèrent de de ceux des autres clients présents sur le marché. Donc ici, on peut définir le marché selon des différents critères, par exemple selon le sexe, selon l'âge, le revenu, le type d'utilisation. Donc, ces critères-là, ils vont nous permettre de faire la segmentation du marché. Par exemple, des produits qui sont représentés pour des hommes ou bien des produits cosmétiques qui sont spécifiques pour les femmes. Donc, ici, ou bien des produits qui réalisent plus de revenus. Donc, tout ça, ce sont des critères qu'on peut utiliser pour faire l'analyse du marché. Donc, il s'agit de maîtriser les caractéristiques et l'évolution de la demande au niveau de chaque segment de marché, visé en vue de cerner les principaux déterminants de la demande afin d'une part de mieux comprendre et satisfaire la demande et d'autre part d'anticiper les menaces et possibilités nouvelles de développement. Donc ici, après l'effectuation de cette étude et l'analyse de marché, on peut aussi déterminer les points forts et les points faibles. Donc, si par exemple, on représente un produit pour des enfants et on constate qu'il y a donc qu'il y a une évolution technologique dans ce secteur-là. Donc, il faut anticiper pour donc donner d'autres produits qui seront plus adéquats à ce segment de marché que notre produit qu'on est en train de présenter actuellement. Donc, ça peut nous aider à définir des stratégies selon le marché. Par exemple, les produits cosmétiques aussi, si on présente des produits cosmétiques seulement pour les femmes et on constate que sur le marché maintenant, les hommes, ils sont eux aussi intéressés aux produits cosmétiques, il faut adapter notre produit pour l'utilisation des hommes. Donc ici, en définissant les marchés, on peut avoir une analyse stratégique. Donc, l'analyse des marchés, elle repose essentiellement sur des techniques de marketing classiques, c'est l'étude de marché, qui doivent permettre d'examiner les caractéristiques de la demande sur un plan statique, mais aussi dynamique en vue d'anticiper son évolution possible et probable. Donc, c'est vrai que l'outil qu'on est en train d'utiliser, c'est un outil de marketing mais donc, ici, on va l'utiliser pour des objectifs stratégiques. Donc, ici, elle doit être faite d'une façon dynamique. Donc, après la diagnostic externe, on va faire la synthèse donc, du diagnostic externe. Donc, on va identifier les opportunités et les menaces des facteurs clés de succès. Donc, toutes les analyses exposées dans le cadre du diagnostic externe permettent d'identifier les facteurs du macro-environnement,
de l'industrie et du marché, donc susceptibles d'avoir un impact sur l'entreprise. Il s'agit plus précisément d'identifier les opportunités qui sont présentées par cet environnement externe. Donc, ce sont les opportunités par rapport à l'organisme, par exemple des encouragements du gouvernement pour utiliser les produits écologiques. Donc ici, on peut profiter de cette loi. Donc c'est une opportunité pour l'organisme qui doit profiter de ces impacts de l'environnement pour constituer ça comme une opportunité. Les menaces, par exemple, s'il y a, par exemple, des lois qui interdisent l'utilisation d'un certain produit chimique, par exemple. Donc ici, ça représente une menace pour l'organisme. On doit élaborer des stratégies pour faire plus d'avantages des opportunités et pour réduire les menaces et éliminer les menaces. Donc ça, c'est la synthèse de la diagnostic externe. Donc si je reviens ici à notre premier process, figure de process, on a parlé que la diagnostic externe, c'est l'analyse de l'environnement qu'on était en train de voir, que ce soit par Pestel ou bien l'analyse concurrentielle ou bien la segmentation du marché. On va faire la synthèse, on va trouver les opportunités et les menaces donc, par rapport à l'entreprise. Maintenant, on va passer à la diagnostic interne. Donc, d'une façon générale, pour la synthèse, je reviens sur le point de synthèse de l'environnement, l'identification des opportunités et menaces, elle doit en effet permettre d'identifier des facteurs clés de succès. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de définir des facteurs clés de succès de l'environnement qui seront les éléments stratégiques que l'entreprise doit maîtriser afin de surpasser la concurrence. Donc ça, c'est la finalité ou bien l'objectif d'effectuer une diagnostic externe. Donc, parmi les forces, par exemple, les facteurs clés de succès, c'est qu'on va les déterminer par rapport aux menaces et opportunités qu'on a déduites à partir de cette diagnostic. Par exemple, à partir de la menace des produits de substitution, on peut définir ici des éléments ou bien des facteurs clés de succès, rapport qualité-prix, fidélisation de la clientèle, coût de transfert, création d'une rupture technologique. Donc ici, si on a donc des produits qu'on est en train d'utiliser et qui peuvent être substitués. Des menaces, par exemple, qui parviennent des entrants potentiels. Donc, c'est-à-dire, il y a des entrants sur le marché qui sont potentiels à arriver. Donc, on peut faire des facteurs clés d'économie d'échelle, coût de transfert, protection technologique, telle qu'on peut évoquer notre propre technologie en utilisant des brevets, contrôle de ressources rares ou de compétences distinctives, donc pour ne pas perdre le marché devant ces entrants potentiels. Le pouvoir de négociation des clients. Donc, si on a trouvé parmi les points de diagnostic, c'est les clients ou bien les consommateurs, si ils ont un grand pouvoir sur l'organisme. Donc, ici, il faut, c'est-à-dire quoi, négociation, pouvoir de négociation des clients, c'est que ces clients-là, ils peuvent négocier et on est sous l'influence de leur pouvoir et on va réduire, par exemple, les prix de vente parce qu'on n'a pas d'autres clients. C'est un secteur bien défini de clients, donc ils présentent maintenant un pouvoir sur l'organisme. Donc ici, on peut aller vers l'intégration vers l'avant, c'est-à-dire on n'aura pas un contact direct par rapport aux clients. Multiplication des réseaux de distribution, coûts de transfert, donc on peut réduire les coûts de transfert pour faire donc la compatibilité avec la négociation des clients. Pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, si aussi les fournisseurs, on est indépendant
plutôt on est dépendant des fournisseurs et les fournisseurs, ils auront un grand pouvoir de négociation sur l'organisme. Donc ici, on peut aller vers la stratégie de intégration vers l'amont, c'est-à-dire on ne va pas faire un contact direct avec les fournisseurs et on peut changer la production, bien le process pour ne pas avoir contact avec les fournisseurs. Multiplication des sources d'approvisionnement, donc pour essayer de s'échapper un peu du pouvoir des fournisseurs. Intensité de la concurrence. Donc, on peut ici faire une capacité d'innovation. Donc, s'il y a beaucoup de concurrents, on va aller vers la recherche et le développement pour avoir de l'innovation. On peut aussi travailler sur le point de fidélisation de la clientèle. Donc, on a nos propres clients, même s'il y a plusieurs concurrents, nos clients, ils vont rester fidèles à notre organisme. Contrôle de ressources rares et de la recherche et développement. Donc ici, on peut contrôler s'il y a des ressources rares, qu'on peut les utiliser et qu'on est distincté par rapport à nos clients. Donc ça, ce qui concerne en fait la diagnostic externe. On va passer maintenant à la diagnostic interne. C'est l'analyse de l'entreprise. Donc, il y a des différentes approches qui sont complémentaires et qui peuvent être utilisées en vue de procéder à une analyse interne de l'entreprise. Donc, cette analyse, elle a pour finalité de définir des forces et des faiblesses, des atouts et des handicaps de l'entreprise. Donc, parmi les analyses qu'on peut procéder, c'est la diagnostic fonctionnelle. Donc, il s'agira de diagnostiquer les différentes fonctions de l'entreprise, telles que le service, par exemple, finance, le commercial, la production, l'approvisionnement, le ressources humaines. Donc, il s'agira de définir pour chaque fonction une liste de critères qui est adoptée et qui permet d'évaluer les forces et les faiblesses fonctionnelles de l'entreprise. Donc, on va définir les points forts et les points faibles pour chaque fonction de l'entreprise. Donc, après la définition des différentes fonctions, on va effectuer une sorte de tableau. Donc, pour chaque fonction, on va définir quels sont les avantages et les inconvénients, les points forts et les points faibles, et on va donner des plans d'action, des commentaires pour surmonter les faiblesses et augmenter, bien sûr, les points forts. Donc, par exemple, le service production, bien la fonction de production, on va définir un ensemble de critères tels que la capacité de production, la qualité, les délais de production, les coûts de production, la flexibilité. Et pour chaque critère, on va définir les points forts et les points faibles. Par exemple, pour gestion de ressources humaines, le turnover, par exemple, c'est un taux qui exprime les euh, comment dirais-je, donc les recrutements, le taux de recrutement. Donc, s'il y a donc des employés qui sont entrés nouveaux à l'entreprise et il y en a d'autres qui sont sortis, donc il y a un taux qui est calculé pour représenter le taux donc, de manœuvre existante sur l'entreprise. Le taux d'absentéisme, la formation, la motivation, la capacité d'attraction de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des critères de GRH. On a aussi la fonction de financière, par exemple, le ratio de profitabilité, le ratio de liquidité, le ratio d'endettement. Donc, tous ces critères pour faire la suivi de la fonction de finance. Et on va définir, bien sûr, pour chaque critère, les points faibles et les points forts. Pour la fonction recherche et développement aussi, que c'est un critère qui est très demandé dans certains organismes. Donc, on a les critères d'innovation de process. Est-ce qu'on est en train
d'établir des innovations sur notre process, les nombres de brevets qu'on a réalisés, l'innovation de produits, est-ce qu'on a des produits innovants, le budget de ressources et développement, ça c'est un point aussi très important parce que parfois l'État ou bien le gouverneur, elle peut présenter des avantages et des encouragements sur certains domaines de recherche et développement et elle va consacrer des budgets pour les organismes afin d'avoir donc des innovations sur ce domaine-là qu'elle est en train d'encourager. Les capacités stratégiques, donc ici en fait, on va analyser, on va faire une diagnostic par rapport à l'approche de ressources et compétences. Donc ici, on va définir les fondements. Donc c'est la capacité stratégique d'entreprise qui peut être déterminée comme l'ensemble des ressources et compétences qui contribuent à sa pérennité et à son avantage concurrentiel. Donc ici, il faut définir quelles sont les ressources et les compétences de l'entreprise afin après de définir les avantages et les inconvénients. Donc, tels que par exemple les ressources et les actifs que détient une organisation ou qu'elle est capable de mobiliser. Ça peut être donc des ressources physiques, telles que les machines de production, les bâtiments. Ça peut être aussi des ressources financières, trésorerie, des investisseurs. Ça peut être aussi des ressources humaines, les managers, les employés, les partenaires. Pour les compétences, donc ce sont les activités au travers desquelles une organisation utilise ou déploie ses ressources, telles que par exemple les compétences industrielles, la flexibilité, la capacité à lever les fonds, à gérer des flux de trésorerie, capacité à motiver et à gérer les compétences. Donc, ça, c'est les compétences par rapport aux ressources qu'elles disposent. Donc, deux catégories de ressources qui peuvent être identifiées pour un organisme. Donc, on a les ressources tangibles et les ressources intangibles. Les ressources tangibles, en fait, ce sont les actifs observables et qui sont matériels. Les ressources intangibles, donc, ce sont les ressources immatérielles, telles que les réputations, le savoir-faire du personnel, les formations des personnels. Donc, tout ça, ce sont des ressources que l'entreprise, elle peut l'exploiter, mais qui ne sont pas matérielles. L'analyse des ressources, elle permet de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, le diagnostic des ressources est certes nécessaire, mais il est aussi insuffisant. Il doit être complété par une analyse de compétences qui permet de juger la capacité de l'entreprise à utiliser et à déployer ces ressources pour atteindre un objectif donné. Et je reviens ici à une question qui était posée l'autre fois. Est-ce qu'en mettant un objectif stratégique, est-ce qu'on est sûr que les employés ils vont être alignés avec cet objectif? En fait, avant de mettre l'objectif stratégique, en faisant cette analyse interne, on va déterminer quelles sont les ressources et les compétences existantes et on doit bien sûr définir un plan d'action si on va mettre un objectif stratégique qui surpasse les ressources et les compétences existantes. Donc ici, avant de définir, plutôt accompagner avec l'objectif stratégique, on doit définir un plan d'action pour s'assurer que cet objectif, il sera réalisé. Sinon, on doit changer même l'objectif stratégique pour être adapté aux ressources existantes. Les compétences donc, peuvent être spécifiques, telles que production de médicaments à partir de l'extraction de produits naturels, par exemple, pour un laboratoire pharmaceutique. Donc ça, c'est une compétence qui est très spécifique, ou bien compétences transversales internes, telles que gestion de la qualité, ou bien externes, telles que coordination avec des partenaires, par exemple les universités. Donc tout ça, ce sont les compétences spécifiques et transversales.
Les typologies de compétences, donc on a des différents niveaux de compétences. Après la diagnostic et l'analyse de l'entreprise, on peut dire qu'on a un niveau bien défini de compétences. Donc, on a les niveaux supérieurs, ce sont les compétences interfonctionnelles. Donc ici, il y a un développement de produits, il y a le service client, la gestion de la qualité. Donc les compétences générales sont des processus de coordination, le processus de décision, la structure d'incitation, la gestion de la performance. Donc ça permet d'avoir un haut niveau, c'est un niveau supérieur de compétences. On a aussi un niveau intermédiaire qui est défini par les compétences fonctionnelles. Donc, c'est les compétences au niveau de production, marketing et vente. Ce sont les fonctions principales de l'organisme. On a aussi un niveau élémentaire, donc c'est les compétences de manœuvre opérationnelle, le savoir spécialisé, le savoir-faire individuel, les connaissances individuelles. Donc ça, c'est le niveau élémentaire de compétences. La méthode aussi d'analyse interne, on a la méthode Verio, donc d'une capacité stratégique. Donc pour qu'une capacité stratégique soit distinctive, autrement dit, à même de procurer un avantage concurrentiel et une performance économique supérieure, 4 critères doivent être réunis. Donc c'est en fait l'abréviation de Vrio. Donc on a valeur, rareté, l'imitabilité et l'organisation. On va faire l'analyse aussi de l'organisme selon les critères de Vrio. Donc, la valeur, on va voir est-ce que la valeur qu'elle est en train de faire l'organisme, elle a donc un offre et le prix que le client est prêt à payer pour l'obtenir. Donc, c'est une capacité stratégique procurera un avantage concurrentiel que si elle génère une valeur supérieure à ses coûts. C'est-à-dire l'activité que l'organisme est en train de présenter, est-ce qu'elle va apporter une valeur? C'est-à-dire quoi? C'est que le retour, il est supérieur au coût, donc aux dépenses. Donc, on peut dire ici que l'organisme, elle a une valeur. La rareté, donc une capacité rare est détenue par un nombre limité de concurrents. Donc, si par exemple, on représente un secteur d'activité qui est rare, localisation privilégiée. L'inimitabilité, c'est l'obtention d'un avantage concurrentiel durable qui implique des capacités inimitables. C'est qu'on ne peut pas les copier ou bien les substituer. Donc, il est difficile à obtenir ou à copier par les concurrents et il n'est pas substituable. L'organisation. Donc, l'organisation, elle doit être articulée de manière à bien exploiter cette capacité, notamment en termes de processus et de systèmes. La structure de l'organisation et ses systèmes de management doivent permettre l'appropriation et l'exploitation optimale de cette capacité stratégique. On a aussi la diagnostic interne, ce qui concerne la capacité stratégique de l'entreprise. Donc, en fait, on peut effectuer ce qu'on appelle un étalonnage. C'est la capacité stratégique d'une organisation qui est relative, d'où l'intérêt de mener des analyses comparatives. Donc, l'étalonnage ou bien le benchmarking consiste à comparer la capacité stratégique d'une organisation par rapport à d'autres repères. 4 niveaux d'étalonnage peuvent être distingués. Donc, on peut faire la comparaison par rapport à l'étalonnage historique. On va analyser l'évolution des performances de l'entreprise à travers le temps sur la base d'un certain nombre de critères. On peut aussi faire un étalonnage interne. Il s'agit de comparer la performance de plusieurs unités. C'est les plusieurs divisions dans l'organisme lui-même. L'étalonnage avec les concurrents, c'est par rapport aux autres ici. Cette pratique aura une portée limitée au point où l'industrie souffrirait d'un niveau de performance insuffisant.
ça devient incomparable avec les concurrents. On a aussi étalonnage avec les meilleures pratiques. C'est une comparaison des compétences d'une organisation avec le meilleur niveau constaté, tout secteur confondu. Donc, c'est par rapport à l'optimal, en fait. Donc, on a des comparaisons, que ce soit par rapport à l'historique, par rapport à ce que l'organisation a fait pendant plusieurs années. Par rapport à l'interne, donc c'est par rapport aux différentes divisions qui appartiennent au même organisme. On va comparer les performances de ces différentes divisions. Ou bien par rapport aux concurrents, c'est les autres qui offrent les mêmes services ou bien le même produit. Et aussi par rapport à notre meilleure performance, est-ce qu'on est arrivé proche d'une réalisation qu'on a fait qui était optimale, et on va faire ça comme une référence et on va se comparer avec cette référence. En utilisant aussi la diagnostic de la capacité stratégique, que ce soit par l'étalonnage ou bien par rapport à la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, donc c'est un outil fondamental pour faire un diagnostic de l'avantage concurrentiel ou pour identifier des activités qui contribuent ou ne contribuent pas à la création de valeur. Michael Porter donc propose donc une décomposition de l'organisation en activité de base économiquement significatif. Donc, il définit la chaîne de valeur comme un enchaînement d'activités qui permet d'aboutir à un produit valorisable sur le marché. Donc, ici, on va représenter l'activité de l'organisme sous forme d'une chaîne de valeur. On va voir la constitution de cette chaîne de valeur. Donc, on a les activités principales. Il s'agit des fonctions primaires qui assurent l'offre de produits ou services directement et qui est impliquée dans la création de valeur. Donc, correspond à la filière linéaire suivie par les produits de l'approvisionnement à la vente, service après-vente compris. Donc, il y a les activités de base. C'est par exemple logistique d'approvisionnement, la fabrication, logistique de commercialisation, le marketing, les services. Donc ça, c'est la première partie de la chaîne de valeur, c'est l'activité de base. Puis, on trouve les activités de soutien. Donc, il s'agit des fonctions de soutien qui contribuent à améliorer l'efficacité et l'efficience des fonctions de base. Il s'agit de développement technologique, la gestion des ressources humaines, l'infrastructure et les achats. Comme vous voyez, c'est la deuxième partie de la chaîne valeur, c'est les activités de soutien telles que l'achat, recherche et développement, gestion des ressources humaines, infrastructure de l'entreprise. Donc, ce sont les activités qui maintiennent les fonctions de base en une bonne performance. Donc, c'est quoi la logistique, les activités principales? On a dit la logistique d'approvisionnement, par exemple, qui concerne l'acquisition de ressources telles que les matériaux et les composants primaires qui permettent de produire l'offre de biens ou services. La production, bien fabrication, donc en fait, c'est le processus de transformation de input, les matières premières, sous forme d'un produit fini. Logistique de commercialisation, donc elle définit les méthodes, que ce soit de stockage, la facturisation, etc., tout ce qui concerne la commercialisation. Le marketing, donc c'est l'ajout d'une valeur, notamment à travers l'élaboration d'un mix marketing cohérent qui permet la construction de l'image. Les services, donc c'est intégrant les activités préservent aux accroissements de la valeur d'un bien ou d'un service comme l'installation, la réparation, l'aide au financement, la formation, la fourniture de pièces de rechange. Donc c'est un peu les services offerts par l'entreprise plus que le produit lui-même. Les activités de soutien, donc on a l'infrastructure qui comprend les systèmes d'information, de financement, de planification, de contrôle, de qualité. Donc, il est intéressant pour toutes les activités. Les gestions des ressources humaines, donc elle comprend le recrutement, la formation, la rémunération. On a aussi la partie de développement et technologie
Il est lié à la conception et au développement des produits, des procédés de produits. Les achats, donc, recouvrent toutes les activités d'achat de l'organisme. Donc, l'utilisation de cette chaîne de valeur dans le cadre d'un diagnostic stratégique, donc la chaîne de valeur, elle permet d'identifier les activités susceptibles de créer de la valeur pour les clients. L'entreprise, elle peut être très performante au niveau de certaines activités et beaucoup moins performante au niveau d'autres activités. Donc, en identifiant sur la chaîne de valeur ici les différentes activités, on peut aussi déterminer la diagnostic et on peut déterminer les points forts et les points faibles de ces différentes parties sur la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, elle permet de diagnostiquer la capacité stratégique d'une organisation à travers le modèle Verio, comme on a dit. Donc, on va définir quelles sont les activités particulièrement créatrices de valeur pour les clients et on peut les développer. Donc, ça, c'est du côté V, c'est la valeur. Aussi, elle peut définir quelles sont les activités créatrices de valeur et qu'elles sont rares, donc c'est le R, les concurrents qui sont présents et une chaîne de valeur comparable. On peut aussi définir l'immatabilité, donc quels sont les aspects de création de valeur les plus difficiles à imiter par rapport aux concurrents. On peut aussi définir à partir de la chaîne de valeur si elle est structurée de manière qu'elle permet aux activités les plus génératrices d'avantages concurrentiels et d'exploiter pleinement leur potentiel. Donc, elle peut nous donner une idée sur l'organisation de l'entreprise. Donc, la chaîne de valeur, elle permet d'identifier les maillons générateurs de valeur qui contribuent le plus significativement à l'avantage concurrentiel. Exemple, dans un laboratoire pharmaceutique, les maillons essentiels sont la recherche et le développement et aussi le marketing. Donc, c'est déterminé à partir de l'analyse de la chaîne de valeur. On va poser la question, donc, quelles sont les activités ou bien les fonctions les plus pertinentes qui apportent plus de valeur? On va trouver que c'est la recherche et développement et le marketing. Donc, on parle aussi du différentiel du coût par rapport à la valeur. On parle d'activités clés, que leurs coûts et leurs valeurs sont élevés et elles contribuent fortement à la capacité stratégique de l'entreprise. Donc, on va définir les activités clés et les activités leviers qui génèrent une valeur supérieure au coût, d'où l'intérêt de les développer. Donc, on va définir ici un peu les points forts par rapport aux activités leviers. On peut aussi procéder par une analyse comparative. Donc, il s'agit de comparer les valeurs et le coût de chaque maillon que leur équivalent chez les concurrents. C'est par rapport à la chaîne de valeur d'un concurrent. On va voir que, par exemple, il y a des activités qui n'apportent pas de bénéfices comme chez d'autres concurrents. Donc ici, on peut situer les points faibles et on peut surmonter ces faiblesses. Évolution de la chaîne de valeur, donc différentes questions qui se posent. Que faire des maillons dont le coût il est supérieur à la valeur qu'ils génèrent, c'est-à-dire ces maillons qui n'offrent pas d'avantages par rapport à l'entreprise. Donc, on va poser une question stratégique par rapport à ces maillons. Est-il possible de réduire le coût de certaines activités sans affecter la valeur? Peut-on externaliser certaines activités qui ne contribuent pas significativement à la création de valeur? Donc, on peut éliminer certains maillons et on travaille avec, par exemple, des sous-traitances si ces maillons-là n'apportent pas leur avantage par rapport à la chaîne de valeur. La position concurrentielle, donc on peut faire aussi la diagnostic en utilisant sous la forme de position par rapport à la concurrentielle. Donc la position concurrentielle, elle est définie par la place occupée par l'entreprise sur le marché. Donc sur un marché, nous pouvons identifier le leader ou bien le chef de file. Donc il possède la part de marché la plus importante du marché. Par exemple, dans
le marché des sodas. Coca-Cola, par exemple, elle représente la plus grande partie du marché de l'États-Unis et même dans le monde du côté soda. Les challengers ou le prétendant, donc ils se positionnent juste derrière le chef de file et cherchent à prendre sa place. Donc, c'est-à-dire les organismes qui sont très proches des leaders. Par exemple, Pepsi, c'est aussi qui offre donc des produits de soda qui est très proche de Coca-Cola. Les suiveurs, donc, il détient une faible part de marché. Il ne fait que s'adapter aux évolutions du marché et réagit aux actions de ses concurrents. Donc, ce sont les suiveurs. Les outsiders ou le nouvel arrivant, il arrive sur le marché et ses ventes enregistrent une forte croissance. C'est-à-dire les nouvelles startups, par exemple, qui ont une grande influence sur le marché et qui arrivent sur le marché et ces ventes, ils vont enregistrer une grande croissance. Le sortant, il n'arrive pas à garder ses parts de marché, il sort petit à petit du marché. Le spécialiste, c'est le cas des entreprises qui arrivent à survivre sur un segment de marché bien déterminé. Donc, par exemple, sur le secteur de l'agroalimentaire, par exemple, il y a des spécialistes, donc des organismes qui ont de l'expérience et ils arrivent à survivre donc, sur le marché avec leur savoir-faire ici. Donc, la détermination de la position concurrentielle d'une entreprise, elle s'articule autour de 5 étapes. C'est l'identification des facteurs clés du succès du domaine d'activité stratégique, sur la pondération des facteurs clés. Donc, on va donner des pondérations aux facteurs clés, quels sont les facteurs les plus importants que d'autres. Évaluation du degré de maîtrise de l'entreprise et des concurrents de ces facteurs clés du succès. Évaluation de la position globale de l'entreprise et de ses principaux concurrents. Confrontation de la position concurrentielle à la part de marché. Donc, par exemple, détermination de la position concurrentielle d'un fast-food par rapport à d'autres. Donc, ici, il doit se baser sur ces 5 étapes pour définir sa position concurrentielle. Donc, il est plus que primordial d'intégrer dans sa réflexion la dynamique de la position concurrentielle vu la turbulence de l'environnement. Donc, l'évolution et les changements de l'environnement, que ce soit économique ou bien commercial, il y a plusieurs facteurs donc, qui engendrent l'évolution de l'environnement. Et ici, donc, il faut, après l'analyse donc, de la position fonctionnelle, il faut penser que cette position, elle n'est pas fixe, elle n'est pas statique, mais elle est dynamique parce que ça peut arriver des facteurs extérieurs qui vont changer la position de l'organisme après l'analyse de la position concurrentielle. Donc, il faut faire le review et le update toujours de ces différents diagnostics. Il faut aussi considérer l'évolution du degré de maîtrise des facteurs clés du succès. Donc, tout d'abord, on va définir les facteurs clés du succès, et on va pondérer les facteurs et on va travailler sur ces facteurs. Mais avec le temps, les entreprises doivent affiner ces calculs et réévaluer sa position concurrentielle en intégrant ces projections. Donc, dans cette perspective, il faut prendre en compte les modifications des facteurs clés du succès et du degré de maîtrise qu'on a, que les concurrents, ils ont déjà obtenu. Donc, avec le temps, les concurrents aussi, ils seront des spécialistes et ils auront les compétences nécessaires pour maîtriser donc, les facteurs clés du succès. Il faut se demander comment les stratégies attendues des concurrents sont susceptibles d'influer sur leur degré de maîtrise des facteurs clés du succès et évaluer son écart concurrentiel avec son concurrent le plus proche. Déterminer
par exemple, déterminer les causes de cet écart et anticiper à une stratégie donc pour surmonter ces difficultés par rapport aux concurrents dans le futur. Donc, il faut ici penser à l'évolution temporelle, que ce soit de l'organisme ou bien des concurrents. Donc, on a dit qu'il y a des facteurs extérieurs, c'est les facteurs de l'environnement qui peuvent changer l'analyse de la position concurrentielle et on a aussi l'évolution temporelle qui peuvent aussi influencer cette position puisque les concurrents, ils vont devenir des connaisseurs aussi de domaine et on aura donc un changement de notre position par rapport à eux. Donc, une fois qu'on a mis donc, ces différentes analyses et ces différents diagnostics, on peut mesurer les écarts et établir des plans d'action. Donc, d'une manière générale, 4 étapes sont préconisées pour pouvoir mettre en place un plan d'action efficace sur le positionnement de son entreprise. Il faut tout d'abord mesurer l'écart concurrentiel. Donc, on a dit, on va se comparer par rapport au client le plus proche. On doit aussi établir son profil concurrentiel, c'est-à-dire l'entreprise, elle va analyser en profondeur ses forces et ses faiblesses par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire, elle va effectuer comme une diagnostic interne par rapport à elle. Travailler sur ses forces et ses faiblesses. Donc, l'entreprise, elle va engager dans une étape de renforcement de ses forces et diminuer ses faiblesses, bien sûr, avec des actions, avec un plan d'action qu'elle va prendre, que ce soit à court terme ou bien à moyen terme. Voilà, donc tout ça, c'est les différentes étapes de diagnostic. Donc, on a parlé grand 1, c'est une étape qui procède la diagnostic. Donc, on a parlé de segmentation en domaine d'activité stratégique. Après, on a dit qu'on va établir une diagnostic pour chaque domaine d'activité stratégique. La troisième étape, c'est de faire la synthèse. Donc, lorsqu'on a vu la diagnostic, on a parlé de la diagnostic externe et la diagnostic interne. On a présenté des différents outils qu'on peut utiliser pour effectuer ces diagnostics externes et internes. Maintenant, on va parler d'un outil qui permet de faire la synthèse et la conclusion de ces différentes analyses qu'on a fait. Donc, l'analyse SWOT, elle résume les conclusions essentielles de l'analyse externe et de l'analyse interne en vue de décider des stratégies à déployer. En effet, l'analyse SWOT, elle consiste à déterminer si la combinaison des forces et des faiblesses de l'organisation, elles vont permettre de faire face aux évolutions de l'environnement. Stratégie déduite ici. Donc, on va déduire la stratégie à partir des combinaisons de forces et de faiblesses. Et aussi, on peut déterminer s'il est possible d'identifier ou de créer d'éventuelles opportunités qui permettraient de mieux tirer profit des ressources et compétences distinctives de l'organisation. C'est la stratégie construite. Donc, on a une stratégie déduite qu'on va déduire directement à partir des points forts et des points faibles. Et on a aussi la stratégie construite, c'est à partir donc de l'analyse des opportunités que présentent donc les diagnostics pour bien sûr avoir des stratégies qu'on va les faire dans le futur. Donc, dans les deux cas, on cherche à établir une adéquation entre, d'une part, les facteurs clés de succès de l'environnement, soit en modifiant l'une par l'acquisition de nouvelles ressources, par exemple, et compétences, soit en modifiant les autres, c'est-à-dire s'adresser à un nouveau marché ou changer des règles du jeu sur le marché existant. Excusez-moi. Donc, on a dit que ces analyses, ça nous permet
en fait, que ce soit de renforcer les facteurs clés, soit de modifier ce qui existe dans l'entreprise et faire des changements. Donc, c'est en fait, ça va nous aider à définir la stratégie. Donc, ici, à partir des forces et des faiblesses qu'on a définies, à partir de l'analyse interne de l'organisation et à partir aussi des opportunités et des menaces qu'on a définies à partir de la diagnostic externe de l'organisation, vu son environnement, ici, on va définir ce que l'on sait faire, c'est les capacités stratégiques, et ce qu'il faut faire, c'est les facteurs clés de succès. Donc, ces deux points-là, ils vont définir aussi les actions à mener. On va définir un plan d'action stratégique. Donc, vous voyez ici l'importance de faire une synthèse après la diagnostic. C'est à partir de cette synthèse-là, on peut savoir en interne, c'est quoi les capacités stratégiques de l'entreprise. Et pour aller plus loin et faire face vers l'extérieur, quels sont les facteurs clés de succès qu'on doit renforcer pour aller plus loin avec une grande évolution de l'entreprise. Donc ici, on peut définir un plan stratégique. Donc l'analyse SWOT, en fait, il se base sur ces 4 points. On va définir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, il doit être synthétique en identifiant les points essentiels. Donc, il convient essentiellement de ne retenir que les forces et les faiblesses spécifiques à l'organisation étudiée. Donc, exclure celles qui concernent tous les concurrents. Donc, il s'agit également de ne retenir que les menaces et les opportunités qui s'intéressent donc de l'extérieur. Donc, c'est un réel impact, qui ont un réel impact sur l'industrie et éviter de s'attarder sur celles dont les répercussions sont trop générales. Donc, l'analyse SWOT, elle permet d'identifier des choix de développement stratégique et dans quelle mesure l'organisation est capable de les déployer. En fait, il y en a plusieurs outils après, bien sûr, cette diagnostic. Après la diagnostic, on a dit, je reviens toujours sur le premier diapo de process ici. Voilà. Donc, après l'étape de diagnostic, et on a défini des actions, des initiatives, on va faire le pilotage de la stratégie. Donc, le pilotage de la stratégie, il est présenté aussi par plusieurs outils qu'on peut adopter. Donc, vous voyez ici, il y a une grande variété d'outils de pilotage de stratégie. Donc, je pense que vous connaissez parmi donc, ces outils, vous connaissez le Six Sigma peut-être, donc c'est très utilisé, les matrices, donc on a plusieurs strategy planning, donc plusieurs outils qui permettent le pilotage de la stratégie. Nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le Balance Scorecard parce que cet outil-là de pilotage, il nous permet après de faire le dashboarding, de créer il va nous aider plutôt à créer les visuels et le dashboarding. Donc ça, c'est le contenu de cette séance. Par résumé, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, ça concerne la segmentation stratégique. Donc, on a parlé en premier lieu de la définition des domaines d'activité stratégique, DAS, et leur importance dans la segmentation de l'entreprise. On a discuté les différents critères de segmentation, que ce soit interne ou bien externe, et on a vu aussi la méthode de triade, la matrix de Abel, qui nous permet de faire la segmentation. Après, on a passé à l'étape de diagnostic stratégique d'une activité, donc qui est explication des deux volets du diagnostic stratégique, que ce soit la diagnostic externe ou bien la diagnostic interne. Donc, les outils qu'on a vus pour la diagnostic externe, c'est l'analyse PESTEL.
du macro-environnement, l'analyse des 5 forces de la concurrence et analyse de marché. La diagnostic interne, c'est la diagnostic fonctionnelle. On a vu la diagnostic fonctionnelle, l'analyse des ressources et compétences avec le modèle de Brio et l'utilisation de la chaîne de valeur pour faire l'analyse et aussi l'analyse de la position par rapport aux concurrents sur le marché. Donc ça, ce qui nous permet d'avoir une diagnostic interne. Après, pour synthétiser toute cette diagnostic, on peut utiliser l'analyse SWOT qui va définir les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces qui sont d'une grande importance lors de la prise des décisions stratégiques. Voilà, donc juste on va terminer avec un petit exercice avant de passer à la discussion. Donc imaginez que vous êtes un consultant pour une entreprise fictive nommée Ecotech. Donc Ecotech, c'est une start-up spécialisée dans la production de produits d'entretien écologique pour la maison. L'entreprise a connu un succès initial avec une gamme de produits lavables et réutilisables, mais elle rencontre des difficultés à se développer face à la concurrence de grandes marques d'entretien traditionnelles. Donc, il y a sur le marché des grandes marques d'entretien, mais qui sont traditionnelles. Donc, ce qui est demandé, c'est de faire l'analyse externe, identifier les opportunités et les menaces auxquelles Ecotech fait face en utilisant l'analyse PESTEL. On va utiliser aussi l'analyse des 5 forces de la concurrence. Donc, on va définir les menaces des nouveaux entrants, les menaces des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et le pouvoir de négociation des clients, l'intensité de la concurrence. Donc ça, c'est l'analyse externe. Pour l'analyse interne, on va utiliser le modèle Vrio et en analysant aussi la chaîne de valeur. Et après, donc, on va faire une synthèse sur l'analyse SWOT. Et à la fin, on va essayer de proposer 2 ou bien 3 recommandations stratégiques à partir de ces diagnostics-là pour surmonter les difficultés et être durable. Donc, on va commencer par l'analyse PESTEL. Comme on a dit, elle est basée sur des différents points. On va commencer par la politique. En fait, cette société ou bien cette start-up, elle utilise des produits écologiques. Donc, du côté gouvernement, il y a des encouragements des entreprises écologiques avec des subventions et des labels créant une opportunité ici pour Ecotech. Donc, cependant, les réglementations environnementales strictes, elles peuvent augmenter les coûts de production. Donc ici, un point fort et un point faible, une opportunité et une menace, parce que le gouvernement, donc il encourage, les États encouragent les entreprises qui se basent sur les produits écologiques. Ça, c'est une opportunité. Elles donnent même des subventions. Par contre, il y a des réglementations strictes du côté environnemental, ce qui, donc, lors d'une chaîne de production, ce qui va augmenter les coûts de production. Du côté économique, donc, la demande pour les produits écologiques est en croissance, mais la crise économique peut freiner les achats impulsifs. Donc, la crise économique mondiale, elle peut affecter maintenant toutes les nouvelles startups. Du côté social, donc les consommateurs, ils sont de plus en plus sensibles à l'environnement, ils s'intéressent à l'environnement, créant donc une forte demande pour Ecotech. Cependant, les habitudes d'achat, elles sont difficiles à changer et les produits traditionnels, ils vont rester moins chers. Donc, ce qui peut influencer parfois les consommateurs ici qui peuvent parfois préférer les produits traditionnels par rapport à ces nouveaux produits écologiques. Du côté technologique, donc il y a des nouvelles technologies de fabrication écologique et de recyclage qui offrent des opportunités pour Ecotech, mais par contre, ça peut aussi être adopté par les concurrents. Donc, ce ne sont pas des technologies rares ici. Ça peut être aussi rapidement adopté par les concurrents.
Du côté environnemental, donc la sensibilisation à l'impact environnemental des produits d'entretien est une opportunité majeure pour Ecotech puisqu'elle se base sur des produits écologiques. Donc, elle peut profiter de ce côté pour sensibiliser à l'impact de l'environnement. Cependant, les pressions sur les ressources naturelles et le changement climatique peuvent influencer aussi les prix de matières premières. Il y a aussi ici les facteurs de l'environnement qui peuvent être, que ce soit une opportunité et aussi des menaces. Du côté légal, les réglementations sur les produits chimiques et les emballages, elles peuvent être freinées les produits de Ecotech. Cependant, les lois favorisant l'écologie peuvent créer des avantages concurrentiels. Donc ici, Ecotech, elle a en faveur du côté produits écologiques, mais du côté donc produits, si elle utilise des produits chimiques ou bien les emballages, ça peut freiner Ecotech. Ça, c'est l'analyse PESTEL. Donc, pour l'analyse avec les 5 forces de la concurrence, quelles sont, on a dit, les 5 forces de concurrence? C'est la menace des nouveaux entrants. On a dit qu'il peut y avoir des concurrents nouveaux sur le marché. Donc, le marché, il est relativement facile à pénétrer car la production de produits écologiques peut être moins complexe. Et il y a aussi la menace des produits de substitution parce que les produits traditionnels, ils sont déjà existants et ça représente une grande partie du marché et ils sont souvent moins chers. Donc, le produit qui est représenté par Ecotech, il peut être facilement substitué par des produits traditionnels. Pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, le Ecotech ici, puisqu'elle va représenter des produits écologiques, c'est-à-dire elle va utiliser des matières premières spécifiques à partir de quelques fournisseurs. Donc, ces fournisseurs-là, ils auront un grand pouvoir de négociation. Négociation des clients. Donc, les clients ont le choix entre de nombreuses options écologiques, ce qui leur donne aussi un certain pouvoir de négociation. Intensité de la concurrence, donc le marché, il est fortement concurrentiel avec des marques traditionnelles et des startups spécialisées dans les produits écologiques. Donc, il y a ici la concurrence de 2 types, que ce soit les produits traditionnels ou bien les nouvelles startups aussi qui adoptent ces produits. Une analyse avec la méthode de Vrio. Donc, la valeur, les produits d'Ecotech ici offrent une valeur ajoutée pour les consommateurs sociaux de l'environnement, ce qui est un atout majeur. La rareté, donc les produits, ils sont lavables et réutilisables. Ils sont moins répandus que les produits traditionnels, ce qui les confère une certaine rareté. Inimitabilité, donc en fait, les produits d'Ecotech sont difficiles à imiter car ils reposent sur un savoir-faire spécifique et une image de marque forte. Organisation, donc Ecotech a une structure agile, mais manque d'expérience et de ressources pour gérer une croissance rapide parce que c'est une start-up, c'est une nouvelle entreprise. Pour la chaîne de valeur, donc les activités principales, Ecotech, donc elle excelle dans la conception et la fabrication de produits écologiques, mais elle a difficulté avec la distribution et le marketing parce qu'on a dit qu'elle a trouvé un peu de difficultés. Les activités de soutien, donc on a Ecotech, elle a une équipe de recherche et développement créative, mais elle manque de moyens pour investir de nouveaux développements. On va synthétiser ça donc sur le modèle SWOT, donc ce qui représente les points forts, l'image de marque forte, les produits écologiques et innovants, engagement envers la durabilité, structure agile, dynamique. Les faiblesses, donc on a manque de ressources financières, absence d'une stratégie de marketing efficace, dépendance des fournisseurs, difficulté à gérer une croissance rapide. Pour les opportunités, donc on a demande croissante pour les produits écologiques, politique gouvernementale favorable pour les produits écologiques, technologie qui est émergente, sensibilisation accrue aux enjeux de l'environnementaux. Par rapport aux menaces, donc on a la concurrence qui est intense,
difficulté à changer les habitudes d'achat par rapport aux produits traditionnels, risque de fluctuation des prix des matières premières et réglementation stricte de ce côté. Voilà, donc ça, c'est la synthèse de SWOT. On peut tirer à partir de ces différents points évoqués des recommandations stratégiques en analysant bien sûr les points forts, les points faibles et les opportunités et les menaces. On peut déduire des objectifs stratégiques tels que développer une stratégie de marketing efficace, puisqu'on a constaté que c'est l'un des points faibles. On peut créer des partenariats avec des organisations environnementales, donc ici pour renforcer les connaissances. Renforcer la chaîne de valeur. On va investir dans la distribution et le marketing, explorer de nouveaux canaux de distribution, que ce soit en ligne ou bien des boutiques spécialisées, renforcer la communication sur les avantages écologiques. Donc ici, on va travailler sur la sensibilisation. Diversifier la gamme de produits, donc on peut développer de nouveaux produits écologiques pour répondre à une demande plus large et investir dans la recherche et le développement de technologies plus avancées. Par conclusion, donc Ecotech, elle a un fort potentiel de croissance, mais elle doit s'adapter à un marché concurrentiel en constante évolution. En adoptant une stratégie de marketing efficace, renforçant sa chaîne de valeur et en diversifiant sa gamme de produits, Ecotech, elle peut surmonter ces difficultés et se positionner comme un leader dans le secteur de produits d'entretien écologique. Et n'oubliez pas que toute cette analyse, elle n'est pas statique. Il faut donner pour les objectifs des durées de réalisation à moyen et à court terme, à court et moyen terme, et même à long terme parfois. Il faut faire le review de ces objectifs-là d'une façon périodique. Bien sûr, les objectifs ici, il faut faire une traçabilité de suivi, c'est en utilisant les KPI et les outils de pilotage et après en réalisant avec les outils technologiques les dashboards. Voilà, donc ça, c'est la première partie, c'est la notion de base de management stratégique. La prochaine fois, on va passer aux outils de pilotage et à la définition des KPI. Donc, ce qui va nous permettre, en une troisième étape, la réalisation des projets BI. Donc, merci pour votre attention et je suis là donc pour répondre à vos questions. Et merci beaucoup, docteur, pour cette brillante présentation. Maintenant, chers participants, la parole est à vous. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main ou soit écrire sur le chat. Bon, en attendant, pour ceux qui ont des questions, pour qu'ils puissent poser leurs questions, je tiens aussi à vous rappeler que voilà, la formation ne s'arrête pas aujourd'hui, mais cette formation aura lieu tous les jours, tous les mercredis, mardi, pardon, à 15 h. Voilà. Chers participants, la parole est à vous. OK, nous avons un participant qui a levé la main. Anix. Anix, la parole est à vous maintenant. Merci beaucoup pour les explications précises et claires. C'est vraiment bien expliqué. Moi-même, si je pose des questions, c'est juste pour des éclaircissements, mais je pense que tout est bien expliqué. Pour le moment, j'ai 4 questions que je dois poser. Et ma première question est la suivante. Quels sont quels sont les rôles des différentes parties prenantes dans le processus de segmentation stratégique? Et ma deuxième question, comment les approches de segmentation stratégique diffèrent-elles entre le marché B2B et le B2C? Et quels sont les défis spécifiques à chaque type de marché en termes de segmentation stratégique? Je peux dire que j'ai beaucoup de questions à poser aussi, mais pour le moment, je vais me limiter sur ça.
D'accord, donc merci pour votre question. Donc, je vais commencer par la segmentation selon le marché. D'accord, donc selon la clientèle, B2B ou bien B2C. Puis tu vas me rappeler de la première. Donc, B2B et B2C, donc c'est en fait désigne donc les transactions commerciales entre entreprises ou bien entre entreprises et un consommateur. Donc, on a dit, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire une segmentation de domaines d'activité stratégiques, c'est-à-dire on désire avoir quelque chose homogène pour faire la diagnostic. On va donner des objectifs stratégiques concrets pour ce domaine d'activité stratégique. C'est-à-dire, juste, c'est pour faire la classification, si on peut le dire, ou bien la segmentation. On peut travailler sur B2B tout seul, des activités, ou bien les activités B2C. Et même à l'intérieur de B2B, si on a segmenté euh, multi-activités B2B, à l'intérieur de cette entreprise, on peut aussi faire d'autres segmentations spécifiques selon les critères qu'on a vus, tels que technologique, consommateur, application. Donc, l'objectif toujours, c'est d'avoir quelque chose homogène. Puis, pour la suite, si on va poser un objectif, on va donner un objectif stratégique, on peut faire la suivi de cet objectif. Et c'est ça donc le point fort de faire le management stratégique. Parce que, en fait, un manager qui n'est pas connaissant des outils de management stratégique, il peut dire, tiens, je vais, sans faire la segmentation, sans faire l'analyse ou bien la diagnostic, il va dire que je vais donner un objectif à mon équipe. Par exemple, je vais atteindre un certain chiffre de vente. Mais il ne sait pas bien que dans son organisme, il y a des points forts, il y a des points faibles sur lesquels on doit travailler tout d'abord pour arriver à atteindre des objectifs. Et même les objectifs, ils doivent être adaptés à ce qui existe, à ce qui existe à l'entreprise, que ce soit externe ou bien interne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller directement aux objectifs stratégiques, mais il faut commencer tout d'abord à faire des segmentations homogènes. Donc, c'est ça, donc la répartition, que ce soit dans le B2B ou bien le B2C, il faut toujours avoir des segmentations homogènes des activités. Et je parle ici spécifiquement des organismes qui ont des multi-activités, ce n'est pas mono-activité, pour que je donne des objectifs aussi spécifiques à ces domaines d'activité que je peux suivre après. Donc après, on peut suivre notre position par rapport, notre évolution par rapport à notre objectif mis dès le départ. Mais l'objectif, il doit être donné, recommandé après toute une analyse stratégique. Je pense que ça, c'est la deuxième. Est-ce que tu peux me rappeler de la première, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. La première question, quel est le rôle des différentes parties prenantes dans le processus de segmentation stratégique? D'accord. Les rôles des différentes parties prenantes. Donc, en fait, les parties prenantes dans une entreprise, elles jouent donc des rôles cruciaux dans l'environnement du management d'une façon générale, puisqu'elle va influencer l'évolution. Donc, ça peut être les consommateurs, les fournisseurs, les décideurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes, n'est-ce pas? Donc aussi, ça peut considérer les employés, etc. On a dit que parmi les points ou bien les critères sur lesquels on peut se baser pour la segmentation stratégique, la question c'était par rapport à la segmentation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on peut définir un secteur, par exemple, de consommateurs bien définis et on aura un DAS pour ces types de consommateurs par rapport, par exemple, aux matières premières utilisées, c'est-à-dire par rapport aux fournisseurs. On peut définir un DAS qui est homogène du côté fournisseur, qui est homogène du côté acheteur, du savoir-faire, par exemple, ou bien du compétence. Ça revient à la manœuvre ici ou bien à l'employé, process de fabrication. Donc, on peut définir des DAS en tenant compte des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ils ont un rôle essentiel dans la segmentation. Ça peut définir les segments.
Et la troisième, c'était quoi la question? Excusez-moi. Euh, pour la troisième question, c'était par rapport, quels sont les défis spécifiques à chaque type de marché en termes de segmentation stratégique? D'accord. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a des difficultés par rapport à la segmentation. Quelles sont ces difficultés-là? C'est que les DAS, donc par rapport à l'évolution, c'est-à-dire par rapport, comment dirais-je ça? Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, ça doit être dynamique. Aujourd'hui, on a défini un segment stratégique et on a travaillé sur ce segment, mais après, on constate qu'il peut y avoir une évolution. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, que par exemple, en donnant un segment pour la construction des appareils MP3, pour les appareils personnels, les pads, pour les appareils mobiles. Après, tout d'un coup, avec une évolution technologique, ça devient un regroupement dans un seul smartphone, un seul produit. Donc ici, la segmentation, elle doit être aussi faire le review de la segmentation. Donc, il faut faire le update de la segmentation selon l'évolution temporelle et concurrentielle, technologique, selon la demande aussi. Donc, il y a des technologies qui avancent. Les concurrents, ils peuvent, puisqu'on peut faire la segmentation selon les concurrents, donc les concurrents, ils peuvent évoluer. Donc, ici, la segmentation, elle n'est pas statique, elle n'est pas faite une seule fois, mais il faut faire périodiquement le review et donc elle est faite d'une façon dynamique. J'espère Est-ce que que j'ai c'est clair, répondu à monsieur? vos questions. Oui, 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 c'est bien expliqué. Bon, maintenant revenez Merci. sur, Oui, le diagnostic interne et externe. Ici, d'accord. j'ai trois voire quatre questions. Et la première question, je voulais savoir quelles sont les principales difficultés que les analystes peuvent rencontrer lors de la réalisation d'un diagnostic externe et comment surmonter ces défis pour produire une analyse précise et utile. Voilà la première question. D'accord. Donc pour l'analyse externe, oui, vous avez raison. Donc c'est un peu plus difficile d'analyser l'externe que d'analyser l'interne parce que l'interne quand même on le maîtrise dans l'entreprise, on sait bien quelles sont les parties, les segments qui constituent l'entreprise, etc. Mais du côté influence externe, influence de la loi, influence de la politique, influence des différents points qu'on a vus, et c'est pour cela qu'on utilise les outils. Par exemple, l'outil PESTEL, il va nous spécifier les zones d'analyse, c'est-à-dire je vais voir du côté légal, dans mon domaine d'activité, par exemple un laboratoire pharmaceutique, il y a sûrement dans le pays, là on a le laboratoire, des lois spécifiques pour ce domaine d'activité. Donc il faut savoir les lois, il faut faire des recherches, il faut faire des consultations pour savoir quelles sont les réglementations existantes par rapport à notre domaine d'activité. Aussi du côté politique, aussi du côté économique. Donc, c'est pas facile à faire une diagnostic externe. Il faut faire un grand effort. Il faut avoir des experts de management qui ont de l'expérience. Et surtout, lorsque vous consultez parfois des bureaux de consulting, ils vous disent que on a fait 20 ans d'expérience, on a travaillé sur beaucoup de projets. Donc, il faut faire de l'expertise. Il faut avoir plutôt de l'expertise pour faire l'analyse parce qu'on doit être connaisseur de l'environnement externe, des activités similaires. Il faut avoir des équipes qui ont travaillé sur des projets similaires. Donc, d'une façon générale, ces parties du diagnostic, elles sont faites dans les plupart de temps, elles sont faites par des bureaux de consulting qui ont de l'expérience. Et parfois aussi, elles sont faites par une équipe interne, mais aussi qu'ils ont de l'expertise du côté donc management stratégique. Mais il faut avoir plusieurs connaissances sur plusieurs domaines, comme on l'a dit, l'environnemental, légal, politique, économique, social. Il faut avoir une grande idée sur le domaine d'activité sur lequel on va faire l'analyse. D'accord, j'ai compris. Donc, quel est l'objectif principal
que l'on cherche à atteindre en réalisant, par exemple, un diagnostic interne ou bien externe? Donc, oui, bien sûr. L'objectif principal, comme j'ai dit au départ, c'est que on cherche à faire l'alignement. C'est l'alignement entre la stratégie et les technologies qu'on va adopter pour atteindre ces objectifs stratégiques. Donc ici, après la diagnostic, et on a fait cette analyse, on va déterminer par rapport à ce qui existe en externe, à ce qui existe en interne, on va déterminer en utilisant par exemple l'outil SWOT qui est le plus adopté, le plus utilisé par les entreprises. On va déterminer quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, quelles sont les menaces possibles et les opportunités. Et pour chaque partie, on va donner, en utilisant un outil de pilotage qu'on va voir la prochaine fois, c'est le Balance Scorecard, on va donner des plans d'action, que ce soit pour renforcer les points forts ou bien pour surmonter les points faibles et pour donc faire le profit des opportunités, pour profiter des opportunités et aussi pour surchapper les menaces existantes dans l'environnement. Donc l'analyse, l'objectif de l'analyse et de diagnostic, c'est de donner un plan d'action stratégique adéquat. C'est-à-dire, on ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure l'exemple, on ne va pas parachuter des objectifs stratégiques sans savoir quels sont les points forts, les points faibles, etc. de notre organisme en vue de son intérieur et de son extérieur. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Chers participants, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, Monsieur Anix, je vois que vous avez... Ah oui, c'est bon, vous avez baissé la main. Bon, en attendant d'autres questions, Anix, vous avez encore levé la main? Anix, la parole est à vous. OK. En fait, ma toute dernière question, c'est sur le swap, en fait. Je voulais savoir quels sont les principaux défis rencontrés lors d'une réalisation, par exemple, d'une synthèse diagnostique stratégique intégrant l'analyse SWOT. En effet, les difficultés, l'analyse SWOT, c'est une synthèse. Il faut faire les autres étapes pour arriver à présenter SWOT. Donc, les difficultés qu'on a citées dès le départ, c'est-à-dire dès la segmentation, dès l'expertise, dès la connaissance des concurrents, des technologiques, etc., etc., toutes ces difficultés, ils vont être, si on n'a pas surmonté ça lors des premières étapes, on ne va pas arriver à effectuer le SWOT. Donc, le SWOT, il n'est pas effectué tout d'un coup tout seul. Il faut avoir déjà les autres étapes préliminaires pour arriver à l'analyse SWOT. Donc, il y aura les mêmes difficultés qu'on a citées tout à l'heure. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, comment prioriser les résultats donc? Quoi? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Par exemple, comment prioriser, par exemple, un résultat lors d'une analyse SWOT, lors de la synthèse pour orienter les décisions stratégiques? Oui, c'est par rapport aux faiblesses et points forts. Donc, après, vous voyez, donc l'objectif, c'est de déterminer quels sont nos points forts, quels sont les points faibles, quelles sont les menaces qui vont être présentées par l'extérieur et quelles sont les opportunités qui vont être présentées par l'extérieur. Donc, fort et faiblesse, c'est par rapport à l'intérieur. Opportunités et menaces, c'est par rapport à l'analyse externe qu'on a fait, la diagnostic externe. Donc ici, en listant ces différents points, on va tirer par ces diagnostics-là, on va tirer des objectifs stratégiques. Mais bien sûr, ce n'est pas arbitraire. On va voir un outil de pilotage. Donc, je vais anticiper un peu. On va voir que
on va prendre par exemple le champ financier. Quels sont les objectifs financiers qu'on peut définir? Sur le process, quels sont les objectifs stratégiques qu'on peut définir? Sur le champ employé et compétences. Donc, il y a des champs d'activité sur lesquels on va définir les objectifs à partir de l'analyse SWOT. Donc, c'est l'étape qui précède choix stratégique. D'accord. Merci. De rien. Chers participants, nous attendons vos questions. Bon, en attendant qu'ils écrivent ou qu'ils réfléchissent à leurs questions, nous vous informons que vous pouvez suivre les actualités de l'Université de Midosia concernant les séminaires, ateliers, formations et concours. Et tout ça sur nos pages officielles, à savoir Facebook et WhatsApp aussi. Nous vous informons aussi que nous avons des séries de formations et des séminaires, à savoir l'entrepreneuriat vert, comment devenir un conférencier en ligne, ou encore nos formations telles que l'apprentissage de la langue anglaise, préparation à l'examen DELF et Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir sur la page officielle de l'Université Mid-Océan sur Facebook. Monsieur Annick, je vois que votre main est toujours levée. Vous avez encore une question? Est-ce que vous avez d'autres questions, chers participants? Docteur? Oui, Monsieur Hassan, je suis là. Je pense que voilà, ils n'ont pas de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, à la fin, je vous remercie, Monsieur Hassan, pour votre coordination. Je remercie aussi les étudiants pour leur suivi. Et je rappelle que on aura la séance prochaine, donc mardi prochain, on aura la suite. Donc, on va parler d'outils de pilotage, le Balance Scorecard, et on va parler aussi des KPI, les indicateurs de performance. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur Asmaïb, et merci beaucoup aux participants. Et n'oublie pas, chers participants, que voilà, ce n'est pas la seule formation qu'on a, mais on a plusieurs séries de formations. Vous pouvez les consulter et trouver toute information nécessaire sur la page Facebook de Université Mid-Océan. Donc, sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée à vous tous et à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, docteur.